À la fête de fin d'année du patron, elle s'est approchée de moi et en quelques secondes, tout a éclaté. C'était un dimanche soir, et nous dînions chez les parents de Lorraine. Le rituel habituel que nous avions répété une centaine de fois depuis notre mariage. Même salle à manger, même table en chêne poli, même chaise dépareillée que sa mère refusait de remplacer parce qu'elle faisait partie du charme de la maison. Honnêtement, ça ne m'avait jamais dérangé. Ses parents étaient des gens bien, et les dîners avec eux avaient toujours été simples, familiers, un peu comme regarder les rediffusions d'une série avec laquelle on a grandi. Sauf que cette fois-ci, c'était différent. Et pas à cause de quelque chose d'évident, du moins pas au début. Lorraine était assise à ma gauche, discutant avec sa sœur d'un nouveau café en ville, tandis que son père se lançait dans une autre histoire sur quelque chose qui s'était cassé à la maison. Il était en plein milieu d'une tirade sur un plombier qui lui avait facturé 100 $ juste pour frapper à la porte quand c'est arrivé. Du coin de l'œil, j'ai vu une lueur, la montre connectée de Lorraine s'allumant à son poignet. J'ai instinctivement baissé les yeux. Je n'essayais pas de fouiner ou quoi que ce soit, mais les mots étaient là, nets et brillants, encadrés dans cette petite bulle de texte comme une gifle en plein visage. Merci pour cette merveilleuse soirée, cœur rouge. Juste comme ça, une phrase, quelques mots, et ça m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Quelque chose à propos des courses ou peut-être un rappel de son application de fitness, mais pas ça. Pas un message qui sonnait si intime, si personnel. Je me suis figé, ma fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. J'entendais encore son père parler, je sentais encore la pièce bourdonnée de conversations banales, mais soudain, j'avais l'impression d'être sous l'eau. Tout autour de moi s'est estompé, sauf ces mots qui clignotaient dans mon cerveau, encore et encore. Merci pour cette merveilleuse soirée. Elle a remarqué que je regardais presque immédiatement. Rien que ça m'a alerté. Son poignet a légèrement tourné, comme le ferait quelqu'un qui vient de se souvenir qu'il tient une grenade dégoupillée. Puis elle a nonchalamment soulevé sa serviette en tissu et l'a drapée sur son bras comme si c'était une seconde nature. Elle n'a pas paniqué, n'a pas tressailli, n'a même pas interrompu sa phrase. Elle a simplement continué à parler comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de me cacher quelque chose sous mes yeux. Et, maman, dit-elle soudain, changeant de sujet en pleine phrase. As-tu retrouvé la recette de ce clafoutis aux pêches que tu faisais à Noël? Et voilà, la conversation a basculé. Sa mère s'est illuminée, impatiente de partager, et toute la table s'est penchée en avant comme si nous venions de toucher le jackpot de la nostalgie. Tout le monde a oublié l'histoire du plombier. L'énergie est revenue. Les rires ont repris, et Lorraine était assise là, souriante, hochant la tête, en parfait contrôle. Sauf moi. J'étais assis là, la poitrine serrée, un morceau de poulet encore sur ma fourchette, me demandant si quelqu'un d'autre avait vu ce que j'avais vu. Mais bien sûr que non. Pourquoi l'aurait-il fait? Personne d'autre ne l'a regardé d'aussi près. Personne d'autre n'avait de raison de le faire, sauf que maintenant, j'en avais une. J'ai forcé un rire à quelque chose que sa sœur a dit, hochant la tête, mâchant une nourriture qui avait soudain un goût de carton. J'ai même fait une blague stupide quand son père a mentionné le prix des tuyaux en cuivre, et Lorraine s'est penchée et m'a touché le bras de cette manière familière et affectueuse qu'elle avait toujours eue. Mais ce n'était plus affectueux. C'était stratégique, comme un signal, une diversion. Peut-être que j'exagérais. C'est ce que je n'ai cessé de me dire pendant le reste du repas. Ce n'est probablement rien, juste un malentendu, un message d'une amie ou de quelqu'un du travail qui est bizarrement familier. Lorraine avait toujours eu des amis masculins, des collègues, des partenaires de sport. Elle était extravertie, sociable, charmante. C'est en partie ce qui m'avait attiré chez elle au début. Mais quand même, qui termine un message à une femme mariée par « Merci pour cette merveilleuse soirée » et un emoji cœur? J'ai rejoué la scène encore et encore, cherchant sur son visage quelque chose, de la nervosité, de la culpabilité, n'importe quoi qui la trahirait. Mais elle était aussi calme que jamais, sirotant son vin, engageant la conversation comme si rien n'avait changé. Rien que ça m'a troublé plus que le message lui-même. Après le dîner, nous avons aidé à débarrasser la table. Lorraine s'est portée volontaire pour faire la vaisselle avec sa mère, et je me suis retrouvé seul avec son père dans le salon. Il regardait les meilleurs moments d'un match de football universitaire, essayant de m'entraîner dans une conversation sur une interférence de passe. J'ai hoché la tête, j'ai répondu quand il le fallait, mais mon esprit n'était pas là. Il était toujours dans la salle à manger, sur son poignet.
Je n'arrêtais pas de penser au moment, à la formulation. Une merveilleuse soirée. Ça implique quelque chose, non? Quelque chose de déjà terminé, de récent, de mémorable. Et ça ne ressemblait certainement pas à un texto de quelqu'un qu'elle remerciait nonchalamment pour lui avoir tenu la porte ou offert un verre. Plus j'y pensais, plus ça me rongeait. Nous sommes rentrés dans un silence quasi total. J'ai essayé d'agir normalement, je lui ai demandé si elle voulait s'arrêter pour un dessert, même si je n'en avais aucune envie. Elle a souri, a dit qu'elle était trop rassasiée, et a tendu la main pour la poser sur ma jambe alors que nous étions à un feu rouge. C'était une belle soirée, hein, dit-elle. J'ai hoché la tête. Oui, c'était bien de voir tes parents. Elle n'a rien dit d'autre, a juste serré doucement mon genou et a regardé par la fenêtre. Je l'observais du coin de l'œil, me demandant si elle pouvait deviner que quelque chose en moi avait changé, que je n'étais plus détendu, plus naïf, plus aveugle. Quand nous sommes rentrés, elle est montée directement prendre sa douche. Je suis resté en bas, faisant semblant de vérifier mes emails en attendant d'entendre l'eau commencer à couler. Quand ce fut le cas, je me suis assis sur le canapé, le téléphone à la main, fixant le plafond comme s'il pouvait avoir des réponses. Je n'ai pas regardé son téléphone. Je n'ai pas fouiné, pas creusé, pas exigé d'explications. Pas encore. Je me suis dit que ça ferait de moi le mari paranoïaque. Que j'avais besoin de plus qu'un message vague et une intuition avant de tirer des conclusions hâtives. Mais la vérité, c'est que j'étais déjà en train de sombrer. Ce message avait tiré sur un fil, et je sentais les coutures de notre relation commencer à s'étirer d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Je voulais croire qu'il y avait une explication innocente, qu'elle avait juste oublié de me parler de quelque chose d'inoffensif, qu'elle rirait et l'expliquerait si jamais j'en parlais. Mais je n'ai pas demandé parce que j'avais peur de la réponse. Au lieu de cela, je me suis couché ce soir-là en faisant semblant de dormir, tourné loin d'elle, sentant la chaleur de son dos contre le mien et me demandant à qui elle pensait pendant qu'elle posait sa serviette sur cette montre. Après ce dîner chez ses parents, tout a commencé à paraître différent. C'est drôle comme un moment, une phrase sur un écran, peut changer votre perception de tout. Des choses qui semblaient normales, voire réconfortantes, semblaient soudain déplacées, comme si on entrait dans sa propre maison et qu'on réalisait que quelqu'un avait déplacé les meubles, centimètre par centimètre. Pas assez pour le remarquer au début, mais assez pour que finalement, plus rien ne semble à sa place. Cette nuit-là a planté quelque chose en moi. Un soupçon, bien sûr, mais plus que ça, un besoin de comprendre ce qui se passait réellement. Je n'ai pas commencé à creuser tout de suite. Je ne voulais pas devenir ce type. Paranoïaque, obsessionnel, interprétant tout. Mais je ne pouvais pas empêcher mon esprit de rembobiner les dernières semaines, de les rejouer avec un regard neuf. Et soudain, tous ces petits moments ont commencé à s'emboîter. Comme la façon dont, du jour au lendemain, Lorraine s'était mise à fond dans les entraînements du soir. Elle avait toujours été active, bien sûr, mais là c'était différent. 3, 4 fois par semaine, elle sortait à 20h30, parfois plus tard, disant qu'elle avait besoin de décompresser. Elle prétendait s'être inscrite à un cours de boxe pour femmes dans un studio de sport select en ville. Elle disait que ça l'aidait à se vider la tête, à se recentrer. Je n'y ai pas beaucoup pensé au début. J'étais content qu'elle ait quelque chose pour elle. Je lui ai même proposé de l'accompagner une fois, et elle a ri en disant que c'était un peu un truc de fille. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des détails qui ne collaient pas. Son sac de sport était toujours prêt, mais les vêtements à l'intérieur ne semblaient jamais avoir été utilisés. Pas de traces de sueur, pas de serviettes humides. Les brassières de sport et les leggings qu'elle portait sentaient encore l'adoucissant à son retour. Une ou deux fois, j'ai même soulevé le sac moi-même après qu'elle l'ait laissé près de la porte. Et il était trop léger, comme si elle ne l'avait pas utilisé du tout. Et ses chaussures aussi se démarquaient. Lorraine ne s'était jamais beaucoup souciée des articles de marque. Mais quelques semaines auparavant, elle est arrivée avec des baskets APL flambant neuves, d'un blanc éclatant, propres comme au premier jour, même après les avoir soi-disant utilisées pendant des semaines. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a haussé les épaules et a dit qu'elle les avait eues en solde avec une carte cadeau du travail. Je n'ai pas insisté, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Puis il y a eu l'histoire de l'agenda. Nous avions toujours eu un agenda numérique partagé, avec des codes couleurs, même les rendez-vous, les soirées en amoureux, les courses, les rappels pour aller chercher le pressing. Un jour, il a tout simplement disparu de mon téléphone. J'ai pensé que c'était un bug.
Je lui ai demandé si elle avait changé les paramètres, et elle m'a lancé ce regard confus comme si elle ne savait pas de quoi je parlais. Ça doit être un problème de synchronisation, a-t-elle dit en balayant la question. Mais il n'est jamais revenu. À la place, elle a recommencé à utiliser un agenda papier, quelque chose qu'elle n'avait pas touché depuis l'université. Je le voyais parfois sur le comptoir de la cuisine, à moitié couvert par un magazine ou laissé ouvert à côté de son ordinateur portable. J'ai jeté un œil une fois quand elle n'était pas dans la pièce, et toutes ses entrées étaient vagues. Réunion, sport, dîner, préparation. Rien avec des noms, rien avec des heures, juste assez pour dire que quelque chose était prévu, mais pas assez pour savoir quoi ou avec qui. Et puis il y avait les odeurs. Un parfum, cher, vif, pas le genre qu'elle portait habituellement pour les dîners de famille ou les soirées décontractées à la maison. Je l'ai remarqué imprégné sur sa peau quand elle rentrait tard de ses entraînements. Ce n'était pas fort, mais c'était là, persistant. Pas non plus l'odeur fraîche de la sortie de douche. C'était un parfum de fin de soirée, le genre qu'on porte quand on veut laisser une trace. Une autre fois, j'ai trouvé 2 verres à vin dans l'évier de la cuisine en rentrant du travail plus tôt. L'un d'eux avait du rouge à lèvres sur le bord, une teinte rouge foncée que Lorraine ne portait pas d'habitude. J'ai supposé qu'elle avait peut-être reçu une amie. Mais quand je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, elle n'a mentionné aucune visite. En fait, elle a dit que ça avait été calme, qu'elle avait juste pris la journée pour elle. Aucune mention de compagnie, aucune explication pour le 2e verre. Je n'ai pas demandé, pas encore. Mais je m'en suis souvenu. Quelques jours plus tard, en jetant du courrier indésirable, j'ai remarqué une enveloppe glissée entre une pile de coupons, manuscrite, sans adresse de retour. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un reçu de taxi plié d'un service local. Horodaté à 2h08 du matin. Daté de la semaine précédente. L'adresse de prise en charge n'était pas la nôtre. C'était un hôtel du centre-ville. La destination n'était qu'à quelques rues de notre maison. Trop loin pour marcher confortablement en talons, trop proche pour que ça ait un sens de prendre un taxi. Elle n'a jamais mentionné être sortie si tard. Certainement jamais mentionné cet hôtel. J'ai remis le reçu dans l'enveloppe et je l'ai laissé sur la table comme si je ne l'avais pas vu. Elle l'a jeté le lendemain matin. Un soir, après qu'elle soit allée se coucher tôt, je parcourais nos relevés de cartes de crédit sur mon ordinateur portable. Une petite dépense a attiré mon attention. Café Venezia. Ce n'était pas un endroit que je reconnaissais, alors je l'ai cherché. En centre-ville, à l'intérieur du même hôtel que celui du reçu de taxi. La transaction avait été effectuée avec une carte d'entreprise, mais pas la carte de l'entreprise de Lorraine, celle de son vrai travail. C'était une carte personnelle avec un nom à consonance professionnelle que je ne l'avais jamais entendu mentionner. J'ai vérifié avec nos autres comptes. Rien ne correspondait. À ce stade, les coïncidences avaient commencé à se transformer en quelque chose de plus lourd. Ce n'était plus seulement de la suspicion. C'était du poids. Une lente accumulation de moments, de reçus, de détails manqués, pointant tous dans une direction que je n'étais pas prêt à nommer. Mais je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais engourdi, surtout fatigué. J'ai commencé à prêter attention comme jamais auparavant. À observer les schémas, à écouter plus attentivement, à noter les petits mensonges qu'elle ne réalisait même pas qu'elle racontait. Comme la fois où elle a dit qu'elle dînait avec une amie, mais quand j'ai demandé laquelle, elle a hésité une demi-seconde de trop avant de dire « Jess », une amie qui venait de poster une story sur Instagram de ses vacances à Aruba. Je l'ai vue 2 heures après que Lorraine ait dit qu'elle se retrouvait autour d'un taille. Ou comment elle m'a dit qu'elle travaillait tard un jeudi, mais je suis passé par hasard devant son bureau en rentrant. Le parking était vide. Les lumières éteintes. Sa voiture n'était pas là. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué ma route. De plus en plus, je me surprenais à répéter des conversations dans ma tête, imaginant ce que je dirais si je lui posais la question directement. Si je lui demandais qui avait envoyé ce message sur sa montre, ce qu'elle faisait à cet hôtel, avec qui elle avait bu du vin dans notre cuisine pendant que j'étais au travail. Mais à chaque fois, la même chose m'arrêtait. Et si je me trompais? Et si je la confrontais et que je faisais exploser quelque chose qui aurait pu être expliqué? Et si j'inventais un récit de toutes pièces, tout ça à cause d'un seul message? Et si ce message n'était pas ce qu'il semblait être? Il me fallait plus, pas seulement des soupçons, pas seulement des sous-entendus.
Il me fallait quelque chose qu'elle ne pourrait pas nier par des paroles. Alors, j'ai attendu. Silencieusement, patiemment. Et pendant ce temps, je regardais la vie que je pensais que nous avions se défaire. Un détail oublié, un mensonge silencieux, un verre de vin taché de rouge à lèvres à la fois. La confirmation n'est pas venue discrètement. Elle est arrivée au milieu d'une salle de bal bondée, déguisée en fête de fin d'année. Enveloppée de petits fours et de sourires polis. Elle est arrivée quand je m'y attendais le moins, à un moment où je commençais presque à me convaincre que j'avais imaginé le pire. C'était la fête annuelle de l'entreprise de Lorraine. Une de ces soirées formelles avec open bar, un quatuor de jazz dans un coin, et des hommes qui forçaient trop le rire aux blagues de leur patron. J'y étais déjà allé avec elle 3 fois. Ils louaient toujours une salle de prestige en ville, décorée tout en or et ivoire, et distribuaient de petits sacs cadeaux monogrammés à la fin de la soirée. C'était un peu excessif, mais Lorraine adorait ça. Cette année, elle a insisté pour que je vienne. Ce sera bon pour nous, a-t-elle dit, sa main effleurant mon bras. Tu as tellement travaillé. On devrait avoir une soirée pour se détendre et être ensemble. La façon dont elle l'a dit semblait intentionnelle, répétée. J'ai failli dire non. Je portais tout le poids des dernières semaines dans ma poitrine comme du ciment humide. Mais j'ai accepté, surtout parce que je voulais voir comment elle se comporterait avec les gens avec qui elle passait tant de temps ces derniers temps. Et au début, tout semblait parfait. Elle est restée près de moi toute la soirée, m'a présenté à tout le monde, m'a embrassé sur la joue après que j'ai fait une blague devant son patron, a gardé sa main sur mon épaule quand nous parlions aux associés principaux. De temps en temps, elle levait la main pour ajuster ma cravate ou mon col, comme si elle voulait que tout le monde voie que nous étions solides. Et si je n'avais pas vu tout ce que j'avais vu dans les semaines précédant cette nuit, je l'aurais peut-être cru. Mais je savais de quoi elle était capable maintenant. J'avais observé attentivement. Alors, j'ai observé cette nuit-là aussi. J'ai observé comment elle semblait hyper consciente de l'emplacement de son téléphone. Comment elle y jetait des coups d'œil quand elle pensait que personne ne regardait. Comment elle se raidissait légèrement quand certaines personnes passaient. Pas les cadres, mais les collègues, des gens plus proches de son niveau, des gens qui en savaient probablement plus qu'ils ne le laissaient paraître. Vers 22 heures, nous étions près d'un manche debout, sirotant nos flûtes de champagne, écoutant son patron parler des projections de croissance de l'entreprise. Lorraine souriait, hochait la tête, sa main posée nonchalamment sur mon avant-bras. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Son téléphone s'est allumé dans sa pochette. Elle n'avait pas mis les notifications en silencieux. Il a vibré une fois et l'écran s'est illuminé. J'ai baissé les yeux. Tu étais incroyable ce soir. J'aurais aimé t'avoir pour moi tout seul à nouveau. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté là, figé dans le temps, tandis que son collègue, quelqu'un à qui je venais de serrer la main 10 minutes plus tôt, se tenait de l'autre côté de la pièce, faisant semblant de ne pas regarder dans notre direction. Lorraine n'a même pas réagi tout de suite. Mais quand elle a vu où mes yeux étaient posés, vu l'écran encore allumé, elle a su. Sa main s'est retirée de mon bras. Le sourire sur son visage a vacillé un instant, à peine assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, mais je l'ai vu. Puis elle a cligné des yeux. Un temps a passé, et elle s'est penchée comme si elle allait me murmurer quelque chose de doux à l'oreille, posant sa main sur mon dos. Ne fais pas de scène, a-t-elle dit doucement, presque mécaniquement. S'il te plaît. Ce n'était pas une question. Ce n'était même pas de la peur. C'était du contrôle. Je me suis légèrement reculé, toujours silencieux, toujours calme. Elle s'est retournée vers le groupe, a ri à quelque chose que son patron a dit, et pendant les 30 minutes suivantes, on n'aurait jamais deviné que quelque chose s'était passé. Elle était impeccable, souriante, engagée, gracieuse. L'hôtesse parfaite, l'épouse parfaite. Mais le mal était fait. Les gens ont remarqué. Je le sentais dans la façon dont certains de ses collègues évitaient mon regard. Dans la façon dont 2 femmes près du bar chuchotaient entre elles en nous regardant. L'une d'elles a jeté un œil à son propre téléphone, puis de nouveau à Lorraine. Et c'est là que j'ai compris. Il n'y avait pas que moi qui avais vu le message. D'autres personnes l'avaient vu aussi. Son téléphone s'était allumé au pire moment possible. Ou peut-être le meilleur, selon la façon de voir les choses. L'écran avait été légèrement orienté vers l'extérieur, pas couvert comme d'habitude. Et le message, il n'était pas vague. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire passer pour une mauvaise interprétation.
C'était spécifique, intime, au passé. J'aurais aimé t'avoir pour moi tout seul à nouveau. On n'envoie pas ce genre de message à un collègue. On ne reçoit pas ce message de quelqu'un avec qui on n'est pas impliqué. Et on ne laisse certainement pas ce message apparaître devant son mari dans une pièce pleine de gens qui peuvent lire entre les lignes. Pendant un moment, je suis resté là, le bruit autour de moi s'estompant en un léger bourdonnement. Lorraine agissait comme si de rien n'était. Elle conversait, riait, trinquait, mais de temps en temps, je la surprenais à me lancer des regards furtifs. Des regards rapides, calculateurs, mesurant, se préparant. Elle attendait de voir si j'allais exploser. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri quand il le fallait. J'ai hoché la tête quand les gens me parlaient. J'ai même serré la main de l'homme que j'étais presque certain d'être l'expéditeur du message. La façon dont il a serré ma main trop fort, a détourné le regard trop vite. J'ai voulu dire quelque chose sur le champ, mais je ne l'ai pas fait, parce que je n'en avais plus besoin. Ce n'était plus de la suspicion. Ce n'était pas de la spéculation, de la paranoïa ou de l'instinct. C'était une preuve. Une preuve indéniable, laide, publique. Elle avait été si prudente, si calculatrice, pendant toutes ces semaines à brouiller les pistes, à me gérer, à soigner notre vie pour qu'elle paraisse intacte. Et il n'a fallu qu'une seconde d'inattention, un message de quelqu'un qui avait oublié les règles. L'image qu'elle avait construite de nous, d'elle, s'effilochait sous ses yeux, et elle le savait. Quand nous avons finalement quitté la fête, l'air extérieur était glacial, le genre de froid qui mord à travers la laine et les os. Elle a resserré son manteau autour d'elle et a marché un pas devant moi vers la voiture. « Je sais ce que tu as vu », a-t-elle finalement dit, déverrouillant la portière sans se tourner vers moi. Je n'ai pas répondu. Je me suis glissé sur le siège passager, laissant le silence s'installer entre nous comme un brouillard sur un lac. Elle a démarré la voiture. Le chauffage s'est mis en marche. « Je peux expliquer », a-t-elle dit, agrippant le volant comme s'il pouvait l'éloigner de tout. J'ai regardé par la fenêtre. « Tu n'as pas besoin », ai-je dit doucement. Elle m'a alors regardé, juste une seconde. Ses yeux étaient brillants, mais son visage était toujours composé. Pas de larmes. Pas encore. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-elle murmuré. Mais c'est arrivé, ai-je dit. Et c'était tout ce qui comptait. Nous n'avons pas parlé du reste du trajet. J'ai regardé la ville défiler, brillante et indifférente. Elle a gardé les yeux sur la route, les jointures de ses doigts blanches contre le cuir du volant. Quand nous sommes rentrés, elle est montée directement. Je me suis assis sur le canapé dans le noir, le manteau toujours sur le dos, le cœur battant toujours. Le sac cadeau de la fête était posé par terre à côté de mes pieds, le ruban doré toujours bien noué. À l'intérieur, un tire-bouchon monogrammé et une carte manuscrite à une année réussie et à des partenariats encore meilleurs. Je l'ai jeté à la poubelle sans y penser une seconde. Parce que quel que soit le partenariat que Lorraine et moi avions bâti, il avait pris fin ce soir. Le lendemain de la fête, Lorraine a fait des pancakes. En descendant, je m'attendais au silence, à la distance, peut-être même à l'évitement. Mais à la place, elle était là, pieds nus dans la cuisine, retournant des pancakes comme si de rien n'était. L'odeur de vanille et de beurre emplissait l'air. Elle avait mis une playlist, quelque chose de doux et acoustique, et la lumière du soleil entrant par la fenêtre de la cuisine rendait la scène presque paisible. Mais tout ce que je pouvais sentir, c'était un bruit de fond parasite. « Bonjour », dit-elle comme tous les autres jours. J'ai fait tes préférés. Elle n'avait pas l'air nerveuse. N'agissait pas comme quelqu'un qui avait été démasqué moins de 12 heures auparavant dans une pièce pleine de ses collègues. Elle bougeait comme si tout était normal, fredonnant avec la musique, empilant les pancakes sur des assiettes avec de petites boucles de beurre entre eux. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, la regardant comme si elle était une étrangère vivant dans ma maison. Après quelques secondes, elle a jeté un regard par-dessus son épaule. « Le café est frais. Tu en veux ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers le comptoir et je me suis versé une tasse. Le silence entre nous était assez fort pour couvrir la musique. Elle a glissé une assiette devant moi sur l'îlot et s'est assise en face de moi, mâchant lentement sa nourriture comme si ce n'était pas le petit déjeuner le plus lourd du monde. Aucun de nous n'a mentionné le message, la fête, ou l'expression sur mon visage quand je l'ai vue. À la place, elle a demandé si j'avais vu la météo, et c'est comme ça que ça a commencé, la phase surréaliste post-révélation. Lorraine ne s'est pas retirée. Elle n'a pas pleuré,
ni supplier, ni s'est effondrée comme j'imaginais qu'elle le ferait. Au lieu de cela, elle a redoublé d'efforts pour maintenir une normalité. Elle s'est accrochée aux routines comme une femme qui croyait que si elle agissait comme si de rien n'était, rien ne serait anormal. Elle a préparé les dîners. Elle a demandé comment s'était passée ma journée. Elle a ramené des fleurs. Elle a même commencé à regarder les séries que j'aimais, celles sur lesquelles elle levait les yeux au ciel auparavant. C'était trop propre, trop contrôlé, comme si elle mettait en scène une performance pour un public d'une seule personne. Et j'étais le seul dans la pièce à savoir que c'était un mensonge. Chaque geste qu'elle faisait semblait calculé. Chaque moment d'affection ressemblait à des excuses sans les mots. Mais je ne voulais pas de gestes. Je ne voulais pas qu'elle cuisine pour moi. Je ne voulais pas entendre parler des objectifs de son équipe pour le 4e trimestre ou de quel collègue avait été promu. Je voulais la vérité, et pas la version bien emballée. Je voulais la vérité laide, inconfortable, humaine. Je voulais qu'elle s'assoie en face de moi et qu'elle l'admette. Pas de performance, pas de maquillage, pas de distraction, juste la vérité, brute et sans répétition. Mais elle ne me l'a jamais donnée. Alors, j'ai arrêté de demander. Les nuits sont devenues les pires. Nous partagions toujours un lit, mais la distance entre nous s'est accrue centimètre par centimètre. Elle dormait sur le côté, recroquevillée, le dos tourné vers moi. Je restais à plat sur le mien, fixant le plafond comme s'il pouvait offrir une clarté. J'entendais sa respiration changer quand elle pensait que je m'étais endormi. Parfois, elle se retournait légèrement, comme si elle voulait m'atteindre, mais ne pouvait pas décider si cela améliorerait ou empirerait les choses. Ça restait toujours pire. Un soir, je suis rentré tard du travail. J'avais pris le chemin le plus long pour me vider la tête. Quand j'ai franchi la porte, la maison sentait la lavande et les bougies. Il y avait à nouveau de la musique, du jazz cette fois. Un rôti était sur le comptoir, couvert de papier d'aluminium. Lorraine est apparue dans le couloir, portant une robe noire que je n'avais pas vue depuis des années. Elle avait bouclé ses cheveux. Elle était belle, de la manière dont quelqu'un l'est quand il essaie trop fort de ne pas paraître désespéré. Je pensais qu'on pourrait passer une belle soirée, dit-elle en souriant. Juste nous deux. Je l'ai regardée longuement. Puis j'ai accroché mon manteau et j'ai dit, je n'ai pas faim. Son visage ne s'est pas décomposé. Pas exactement, mais quelque chose dans sa posture a changé. La façon dont ses épaules se sont redressées plus fermement. La façon dont son sourire s'est adouci en quelque chose de fragile. Elle n'a pas discuté. Elle a simplement hoché la tête et a commencé à ranger la nourriture comme une hôtesse qui débarrasse après des invités qui ne sont jamais arrivés. Le lendemain matin, elle a laissé un mot sur le frigo. Passe une bonne journée. Je pense à toi. Elle essayait d'effacer ce qui s'était passé par l'effort et l'apparence. Comme si assez de sourires et de bons comportements pouvaient inverser la vérité. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous voyez les fissures, vous ne pouvez plus les ignorer. Une fois que le verre se brise, peu importe avec quel soin vous essayez de le recoller. Ce n'est plus jamais la même fenêtre. Chaque jour après ça, j'avais l'impression de vivre avec une version d'elle qui avait été construite dans la panique, comme si elle avait enfilé un costume fait de toutes les choses qu'elle pensait qu'une bonne épouse devrait être, en espérant que je ne regarderais pas de trop près les coutures. Mais je regardais. J'ai remarqué la façon dont son téléphone ne la quittait jamais, la façon dont ses textos arrivaient en silence, l'écran toujours face contre la table. J'ai remarqué comment elle évitait certains noms en racontant des histoires du travail. Comment elle comblait les silences avec des questions sur mon emploi du temps, mes collègues, mes projets, comme si rediriger les projecteurs les rendrait moins aveuglants quand ils se tourneraient à nouveau vers elle. Elle ne réalisait pas que j'étais déjà parti, émotionnellement. Elle pensait que le silence signifiait le pardon, ou peut-être la faiblesse, mais ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était de l'observation. Je n'étais pas en train de bouder. Je documentais. Un soir, je suis rentré et je l'ai trouvée dans le salon, faisant défiler de vieilles photos sur la télé. Nous à Cabo, nous au mariage de ma sœur, nous dans le chalet que nous avions loué cet hiver-là dans le Vermont. Elle a levé les yeux quand je suis entré, les yeux rouges. « Tu te souviens de celle-là » a-t-elle demandé, s'arrêtant sur une photo de nous souriant sur un bateau. J'ai hoché la tête. Je me souviens. Tu étais si heureux ce jour-là. J'étais. Elle a cligné des yeux à ça, comme si elle s'attendait à ce que je dise nous étions, mais je ne l'ai pas fait, parce que la personne sur ces photos, souriant au soleil, le bras autour de sa taille,
les yeux doux et sans souci, cet homme n'existait plus. Cette version de moi est morte au moment où j'ai vu ce message sur sa montre. Et chaque jour depuis, je vivais avec le fantôme de quelqu'un à qui je faisais confiance. Elle s'est levée et s'est approchée de moi, s'arrêtant juste avant de me toucher. Sa voix était plus basse cette fois. Je sais que je t'ai fait du mal. Je suis resté silencieux. Je veux juste réparer les choses, a-t-elle dit. Tu ne peux pas, ai-je répondu. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis l'a refermée. Ses yeux sont tombés au sol. Et puis, pour la première fois, elle a finalement demandé, vas-tu me quitter? Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne le savais pas, mais parce que je le savais. Et ce fut le premier moment honnête que nous avions partagé depuis des semaines. Après cette nuit dans le salon, après que sa question soit restée en suspens dans l'air comme de la fumée, j'ai arrêté de faire semblant. Je ne lui ai pas dit que je partais. Pas encore. Je ne suis pas parti en claquant la porte, je n'ai pas fait mes valises, ni lancé d'accusation. Ça lui aurait facilité la tâche de jouer le rôle de l'épouse blessée. Et honnêtement, ça ne m'intéressait pas de lui donner cette clarté. Au lieu de cela, je suis devenu silencieux. Le genre de silence qui n'est pas passif, mais vigilant, concentré. J'ai commencé à collecter. Au début, ce n'était que des bribes. Des fils que j'avais remarqués mais sur lesquels je n'avais pas agi. Mais maintenant, chaque incohérence est devenue un fil que je remontais. Chaque reçu étrange, chaque événement d'agenda supprimé, chaque dépense inexpliquée ou retour tardif, tout est allé dans un dossier sur mon ordinateur. Littéralement. Je l'ai nommé de manière vague, Doc-Maison. Elle n'y penserait jamais à deux fois si elle le voyait. À l'intérieur, tout était horodaté, organisé, étiqueté. J'ai créé une chronologie, associant chaque moment suspect à quelque chose de physique, reçu de taxi, registre d'entrée à la salle de sport, email que je me suis transféré. J'ai fait des captures d'écran de ces textes quand elle laissait son ordinateur portable ouvert. J'ai comparé les teintes de rouge à lèvres sur les verres à vin aux photos sur ses réseaux sociaux. J'ai même commencé à prendre des photos du linge, des vêtements de sport secs, frais d'un entraînement qu'elle prétendait l'avoir épuisé. Rien de tout cela n'était suffisant en soi, mais ensemble, ça dessinait une histoire dont elle ne pourrait pas se sortir. Il ne s'agissait plus de la surprendre. Il s'agissait de clarté. J'avais besoin de tout voir, exposé clairement et de manière indiscutable. Pas pour elle, pour moi. Parce qu'une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait une version des événements qui avait un sens. Que ce n'était pas une trahison, juste un malentendu. Mais à chaque nouvelle entrée, cette illusion diminuait, et quelque chose en moi a changé. La douleur n'a pas disparu. Elle s'est calcifiée, s'est durcie en quelque chose de plus froid, de plus tranchant. J'ai arrêté de rejouer cette nuit à la fête. J'ai arrêté de demander, pourquoi. J'ai commencé à demander, comment, quand, et après. Je n'ai parlé à personne. Ni à mes amis, ni à ma famille. Je ne pouvais pas supporter l'embarras. Pas encore. Parce qu'une fois que vous le dites à voix haute, ça devient réel. On ne peut pas le reprendre. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, je suis resté silencieux et j'ai continué à constituer le dossier. J'ai fouillé dans de vieux relevés financiers et j'ai trouvé des frais récurrents pour un service de voiture privée. Pas Uber ou Lyft, mais un chauffeur de luxe qu'elle n'avait jamais mentionné. Une course partait de la salle de sport où elle s'entraînait et se terminait à un immeuble résidentiel en ville. J'ai consulté la liste des locataires du bâtiment en ligne. Quelques noms correspondaient à ses collègues. L'un d'eux était un type dont je me souvenais de la fête, je lui avais serré la main. Il avait regardé Lorraine une demi-seconde de trop. C'était la nuit où elle m'avait dit que j'étais paranoïaque. J'ai commencé à l'observer de près. Pas comme un harceleur, pas comme un mari jaloux, plutôt comme un chercheur documentant les dernières étapes de quelque chose qui était autrefois vivant. Elle ne l'a pas remarqué. Elle était trop occupée à jouer la comédie. Elle souriait plus. Elle riait plus fort. Elle s'est mise à cuisiner avec des ingrédients que j'aimais, utilisant des recettes qu'elle n'avait pas touchées depuis des années. Un soir, elle a même sorti un vieux jeu de société auquel nous jouions quand nous venions d'emménager. Je l'ai trouvé dans le placard de l'entrée, a-t-elle dit en le brandissant comme une offre de paix. Tu te souviens de ça? Oui. Je me souvenais aussi de la dernière fois que nous y avions joué, il y a 4 ans, ivre de vin par terre, avant que tout ça ne commence. Maintenant,
nous étions assis à table comme deux étrangers rejouant un souvenir. Elle a ri quand j'ai gagné. Je n'ai pas ri en retour. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto au travail. Tu semblais plus heureux hier soir. J'espère qu'on y arrive. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tableur que j'avais créé, journal-bas final, et j'ai ajouté une nouvelle entrée, 12 décembre, tentative de réinitialisation émotionnelle par la nostalgie, mise en scène post-conflit. Parce que c'est ce que c'était. Pas de la guérison, pas du remords. De la mise en scène. À un moment donné, il ne s'agissait plus de trahison, mais de performance. Je n'étais même plus sûr si Lorraine savait où la vérité se terminait et où le mensonge commençait. Tout se mélangeait dans la façon dont elle arrangeait soigneusement notre vie. Des fleurs dans la cuisine, des sourires sur commande, un silence sélectif quand les choses devenaient trop réelles. Elle ne savait pas que j'avais déjà commencé à parler à un avocat. J'en ai trouvé un par recommandation, quelqu'un de discret mais vif. J'ai pris rendez-vous pendant une fausse journée de séminaire d'équipe que je m'étais organisée. Elle pensait que j'étais dans un atelier de l'autre côté de la ville. En réalité, j'étais assis en face d'un homme qui a examiné mon dossier, a hoché lentement la tête et a dit « Vous en avez plus qu'assez ». Je n'ai pas souri. J'ai juste demandé ce qui venait après. Construisez la chronologie, a-t-il dit. Quand vous serez prêt, nous agirons. Est-ce que je lui dis, ai-je demandé. C'est à vous de décider, a-t-il répondu. Mais mon conseil, terminez d'abord la préparation, puis laissez les faits parler d'eux-mêmes. C'est ce que j'ai fait. Chaque soir, après qu'elle soit allée se coucher, je restais éveillé et je triais les preuves comme si je préparais une exposition, le déclin et la chute d'un mariage. J'ai étiqueté chaque section, numérique, financier, physique, psychologique. J'ai ajouté du contexte. J'ai même inclus ses propres mots, des petites citations de textos et de mais, celles qu'elle pensait probablement intelligentes ou inoffensives à l'époque. Elles ne l'étaient pas. C'étaient des briques dans un mur qu'elle avait construit entre nous. Et maintenant, je cartographiais chaque pierre. Elle a remarqué la distance, bien sûr. Elle a essayé de la combler avec de l'affection, des petits cadeaux, de la chaleur. Mais à ce moment-là, tout semblait artificiel, comme allumer des bougies dans une maison qui avait déjà brûlé. Un soir, je suis rentré tard du travail, cette fois pour de vrai. Je suis entré et je l'ai trouvé endormi sur le canapé, son ordinateur portable ouvert, Spotify jouant toujours doucement. Elle avait l'air paisible, presque innocente. Et pendant une brève seconde, j'ai senti quelque chose me tirailler, un vieux réflexe, celui qui me faisait la couvrir d'une couverture, l'embrasser sur le front, la porter jusqu'au lit. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là, à la regarder. Elle a bougé légèrement dans son sommeil, murmurant quelque chose. Un nom peut-être, ou un fragment de rêve. Impossible à dire. Je suis passé devant elle. Je suis monté et j'ai rouvert le dossier. Il ne restait qu'une section à compléter. L'exposition. Le moment où tout ce que j'avais construit, chaque reçu, chaque photo, chaque mot, serait mis en lumière. Je ne savais pas exactement quand ça arriverait, mais je savais que ce serait bientôt. Et quand ça arriverait, il n'y aurait pas de cris, pas d'accusation. Juste des faits. Et le silence qui suivrait serait le sien à combler. À l'événement d'entreprise suivant, je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement remis le dossier photo, reçu, horodatage à la directrice des ressources humaines et je suis parti. Lorraine m'a repéré de l'autre côté de la salle, souriante, inconsciente. Puis son patron l'a prise à part. Son expression s'est fissurée. Aucun mot n'a été échangé entre nous. Je n'en avais pas besoin. La vérité parlait plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Notre maison est devenue un musée d'habitude. Elle a continué à cuisiner, à rire, à faire semblant, mais la chaleur avait disparu. Je n'ai pas combattu ni pardonné. J'ai dérivé, émotionnellement muet. Les nuits étaient silencieuses. Les jours étaient procéduraux. Je n'étais plus en colère, juste fini. Sa trahison n'était plus une blessure, juste un fait. Un avant et un après. Un soir, elle a tendu la main vers la mienne. Je n'ai pas bougé. Elle n'a pas réessayé.